tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce lundi 19 janvier 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Algérie, Arabie Saoudite, le président algérien Abdelmajid Tebboune reçoit le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïef Ben Abdelaziz Al Saoud. Par ailleurs, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a présidé aujourd'hui une réunion de travail consacrée à la mécanisation agricole. Les détails dans ce journal. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a assisté au deuxième jour de sa visite officielle à l'État du Qatar à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha d'IMEX 2026. Dans une interview accordée à la chaîne internationale 24 News, l'historien français Benjamin Stora a plaidé pour l'adoption d'une approche globale du traitement des dossiers mémoriels non résolus entre l'Algérie et la France. On fait le point dans ce journal. Le Parti national Rifin a organisé dimanche soir à Amsterdam aux Pays-Bas un rassemblement pour commémorer le massacre collectif perpétré par le régime du Merzin contre le peuple Rifin. Et puis la volonté américaine de s'accaparer du Groenland et la menace des taxes douanières sont venues déstabiliser l'Europe. Le président américain Donald Trump ne semble pas vouloir en démordre. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Algérie, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a reçu lundi le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïef Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite. Par la suite, le président de la République algérienne a tenu une séance élargie avec le prince et la délégation qui l'accompagne. La séance s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République Boualam Boualam et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports Saïd Sayoud. Le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a présidé aujourd'hui une réunion de travail consacrée à la mécanisation agricole. Lors de cette rencontre, en application des décisions et recommandations du dernier Conseil des ministres, le président Abdelmajid Tebboune a décidé de créer des coopératives spécialisées dans la localisation de matériel agricole de tout type au profit des agriculteurs. Cette mesure vise à étendre les superficies des terres cultivées et à accroître le rendement de la production agricole nationale. Par la même occasion, le président de la République algérienne a décidé d'instaurer au Conseil national de la mécanisation agricole. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a assisté au deuxième jour de sa visite officielle à l'État du Qatar à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition de l'exposition La conférence internationale de défense maritime de Doha d'IMEX 2026, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. À l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle de cet événement mondial supervisé par l'émir de l'État du Qatar, le général d'armée a visité avec la délégation qui l'accompagne quelques stands de l'exposition. Il s'est enquis du matériel et des équipements exposés à l'instar des armes et des systèmes d'armes de haute technologie, a suivi attentivement les explications détaillées et les présentations fournies par les responsables des stands, ajoute le communiqué. En outre, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avec son excellence Cheikh Saoud Ben Abdelrahman Al-Thani, vice-premier ministre et ministre d'État chargé des affaires de la défense de l'État du Qatar, à qui il a exprimé ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, passant en revue les domaines de coopération militaire entre les deux armées qui connaissent une dynamique importante sous l'égide des dirigeants des deux pays et de leur volonté commune de la renforcer davantage et l'amener à son niveau escompté, note la même source.
Et le commandant des forces terrestres algériennes, le général de corps d'armée Mostafa Smaili, le chef d'état-major des forces terrestres mozambicaines, le général de division Dré, Raphaël Mnangouane, ont salué l'excellence des relations bilatérales ainsi que les mécanismes de concertation et de coopération en vigueur entre les deux pays. Cette déclaration a eu lieu lors de l'accueil ce lundi du général de division Mnangagouane par le général de corps d'armée commandant des forces terrestres algériennes Mostafa Smaili au siège du commandement des forces terrestres algériennes. Selon le communiqué, les deux parties ont eu des entretiens bilatéraux en présence de généraux-majors, de généraux et des membres de la délégation mozambicaine. Ces discussions ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt commun. Les deux parties se sont félicitées du niveau excellent des relations et des mécanismes de coopération entre les deux pays. Et dans une interview accordée à la chaîne internationale 24 News, l'historien français Benjamin Stora a plaidé pour l'adoption d'une approche globale du traitement des dossiers mémoriels non résolus entre l'Algérie et la France, expliquant que le projet de loi algérien pourrait constituer une opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons pour le travail des historiens. Dans les AML, cette loi, elle a été décidée souverainement par l'Algérie, par un État souverain. Je veux dire, la France, de son côté, a aussi voté des lois. Certaines ont été, entre guillemets, positives, d'autres combattues. Par exemple, je pense à la loi Guesso contre le racisme et l'antisémitisme, la loi qualifiant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale française. Mais en même temps, il y a eu, disons, une loi dont on parlait tout à l'heure, mais en même temps, il y a une loi qui a été adoptée en 2005 qui était combattue par l'Algérie. Par ailleurs, Stora a affirmé que le projet de criminalisation du colonialisme français en Algérie pourrait ouvrir la voie à des mesures concrètes pour révéler la vérité sur le système colonial. Il y a certains secteurs dans la société française qui, effectivement, considèrent que la question coloniale ou le système colonial peut présenter des aspects positifs. Ça existe à l'intérieur de la société française, pas simplement à l'extrême droite, où là, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a non-reconnaissance, disons, de ce qu'a été l'histoire coloniale, au contraire. Mais aussi dans différents secteurs de la société française. Il y a différentes clientèles électorales françaises qui ne veulent pas que l'on caractérise, disons, ce système colonial comme étant profondément injuste. L'historien français Benjamin Stora a affirmé que la montée de l'extrême droite en France constitue une menace réelle et compromet le travail déjà accompli dans le domaine de l'histoire. C'est qu'avec la poussée en France de l'extrême droite, qui est très puissante aujourd'hui dans la société française, et c'est tout ce qui a été accompli risque d'être détricoté, en fait. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que tous les gestes qui ont été faits, qui ont été accomplis sur le 17 octobre, etc., moi, ma préoccupation, ce serait que demain, tous ces gestes-là soient, entre guillemets, reniés par les nouveaux pouvoirs politiques qui risquent de s'installer en France. On parle de la montée de l'extrême droite. C'est la montée de l'extrême droite qui est très puissante. On le voit dans les sondages, etc. Et c'est un sujet d'inquiétude très très important parce que eux, ils ont une conception de l'histoire qui est celle, effectivement, de valoriser le système colonial. Le Parti national RIFAN a organisé dimanche soir à Amsterdam un rassemblement pour commémorer le massacre collectif perpétré par le régime du Marzen contre le peuple RIFAN lors des événements connus sous le nom de Janvier Noir en 1984. Les manifestants brandissent des drapeaux de la République du Rif ainsi que des photos documentant les massacres, les graves violations et le génocide ethnique dont la région a été témoin. Ils ont scandé des slogans dénonçant la répression systématique subie par le peuple rifin aux mains de services de sécurité du Marzen. Nous sommes là pour dire aussi au régime marocain, nous suivrons notre lutte pour acquérir notre souveraineté et notre légitimité sur notre territoire rifin occupé.
Le Parti national Rifin a affirmé son rejet de toute réconciliation avec le régime du Marzen face à l'éventualité d'une accession au pouvoir de Hassan III au Maroc dans les jours à venir. Mohamed Addouri, membre du parti, a souligné dans une déclaration faite en marge d'un rassemblement organisé à Amsterdam aux Pays-Bas l'engagement du parti à poursuivre la lutte jusqu'au retrait du dernier militaire marocain des territoires de la République du Rif et au rétablissement de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République. On est là maintenant pour faire ce qui s'est arrivé au Rif en 1984, janvier 1984. Qu'est-ce qu'il a fait le dictateur Hassan II au Rifin? Et il a torturé les Rifins, plein public, des enfants, des femmes. Il y a des centaines, on peut dire des centaines de victimes. À cause de quoi? Parce que des Rifins veulent vivre la liberté, ils ne veulent pas vivre comme l'esclavage de ce temps. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 71 550 martyrs et 171 300 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce lundi par les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 2 martyrs ainsi que 12 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures, a indiqué la même source, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Deux ans de génocide sioniste et le calvaire des Gazaouis se poursuit. Si le bilan fait état de plus de 71 000 morts, le nombre de personnes toujours ensevelies sous les décombres reste indéterminé, rajoute aux souffrances des familles qui, malgré le manque de moyens, continuent de tout faire pour récupérer les dépouilles de leurs proches afin de les enterrer dans la dignité, comme nous le racontait Mme Zianzitouni. Tamis et pelle à la main, tout porte à croire qu'il cherche de l'or ou tout autre trésor caché. Mais ici, nous sommes à Raza. Et à Raza, sous les décombres, gisent des milliers de corps ensevelis depuis des mois. Avec des moyens rudimentaires, Abou Ismaïl espère retrouver les corps ou ce qu'il en reste de sa défunte femme et de ses enfants, tués dans un bombardement sioniste le 6 décembre 2023. Une seule idée lui taraude l'esprit, les enterrer dans la dignité. Le 6 décembre 2023, notre maison a été la cible d'un bombardement sioniste. Ma femme et mes enfants ont été tués ainsi que mon frère et sa petite famille. Moi aussi j'ai été blessé. Ma convalescence a duré de longs mois. Depuis, j'essaie de retrouver les corps de ma femme et de mes enfants, mais les moyens sont rudimentaires. J'ai réussi à sortir la dépouille de mon frère et celle de sa femme et de ses enfants. L'histoire d'Abou Ismaïl n'est pas une exception. Des cas similaires, il en existe par milliers aux 4 coins de l'enclave. Hamouda Salem vit également le même cauchemar. Depuis le 23 janvier 2024, il espère retrouver les corps des 11 membres de sa famille toujours enterrés sous les décombres de leur immeuble bombardé à Khan Younes. Sans relâche, jour après jour, il se rend sur les ruines de ce qui fut autrefois sa maison et qui s'est transformé en tombeau familial. Mes proches sont coincés sous la maison, personne ne peut les secourir. Je viens ici tous les jours espérant pouvoir sauver quelqu'un, mais c'est plein perdu. On essaye encore et encore, en espérant que Dieu m'aidera à en sortir quelques-uns pour qu'on puisse les enterrer. Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens quand toute ma famille est sous les décombres de la maison et que je suis incapable de les dégager. Malgré le prétendu cessez-le-feu que les États-Unis et l'entité sioniste veulent faire croire au monde, Raza intramuros se meurt et continue de subir les affres du génocide sioniste. Toujours sous blocus et assiégé, l'enclave et ses habitants se consument. Si les disparus sont bel et bien tombés en martyrs, les survivants, eux, ne sont plus que des corps sans âme dans une ville complètement dévastée. Et le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes depuis dimanche matin lors de vastes opérations de perquisition et de fouilles ayant ciblé plusieurs habitations dans différentes régions de la Cisjordanie occupée s'est élevé à 19 citoyens, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.
L'occupation sioniste a expulsé le directeur de la mosquée Ibrahim dans la ville d'El Khalil, le Cheikh Mu'taz Abou Sneina, ainsi que le chef des gardiens Amman Abou Markhia de leurs fonctions pour une période de 15 jours, leur interdisant l'accès à l'enceinte sacrée. Un communiqué du ministère palestinien des Waqf et des affaires religieuses a précisé que cette décision représente une escalade dangereuse ciblant l'administration du sanctuaire et son personnel. Elle s'inscrit dans une politique de restriction systématique visant à réduire le rôle des responsables des affaires religieuses et administratives, portant ainsi atteinte au statut religieux et historique de la mosquée. Le gouverneur Adel Quds a mis en garde contre les tentatives de l'occupation sioniste de s'approprier des terres dans le quartier d'El Boustan au profit des colons, considérant que ces mesures visent à empêcher les citoyens d'exploiter leurs terres ou d'en demander les permis de construire. Le gouvernorat a expliqué que cette démarche vise à instaurer une réalité coloniale permanente entravant toute extension urbaine palestinienne. Au Liban, l'aviation de guerre sioniste a lancé une série de raids ciblant des positions au sud du pays. L'Agence nationale d'information libanaise a rapporté ce lundi que des drones sionistes ont mené une série de frappes aériennes violentes visant la zone située entre plusieurs localités frontalières. Ils ont largué un certain nombre de missiles lourds et de bombes dont les explosions provoquaient de fortes détonations accompagnées d'épaisses colonnes de fumée. En Syrie, l'état-major des opérations de l'armée syrienne a annoncé ce lundi la mort de 3 soldats lors de 2 opérations visant les forces syriennes accusées de l'exécution de plusieurs blessés dans le nord du pays. Dont des déclarations relayées par l'agence officielle SANA, l'état-major a accusé ce qu'il a appelé certains groupes terroristes issus du Parti des travailleurs du Kurdistan de tenter de perturber la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu en ciblant les forces de l'armée arabe syrienne. Toujours en Syrie, des affrontements ont éclaté entre l'armée syrienne et les forces de l'organisation connue sous le nom de FDS, Force démocratique syrienne, dans la zone de Bir el-Ama, près du barrage de Tishrin, dans la campagne orientale d'Alep, au nord de la Syrie. Des médias locaux citant une source militaire ont rapporté que de violents combats ont également eu lieu au bord de la prison d'El-Akna Al-Aqad, qui abrite des détenus appartenant à l'organisation terroriste Daesh. Par ailleurs, l'armée syrienne a appelé les forces démocratiques syriennes à ne pas s'en prendre aux unités militaires et à respecter l'accord de cessez-le-feu. Direction le Soudan à présent, où les forces armées soudanaises ont annoncé avoir réalisé une avancée majeure sur le terrain après avoir établi un contrôle total sur les zones s'étendant à l'état du nord Kordofan. Des sources sur le terrain ont confirmé aux médias locaux que cette opération a mis fin à la présence des forces de soutien rapide. Elle a pratiquement fermé toutes les voies d'infiltration et coupé les lignes de ravitaillement et de mouvement des FSR au sein du triangle stratégique d'El Hamadi, Gazgaï et El Rahad. Les mêmes sources ont ajouté qu'un certain nombre d'engins de combat utilisés pour terroriser les civils et perturber le commerce et les déplacements ont été détruits. Cela a entraîné un affrontement rapide des rangs des forces de soutien rapide, leur faisant perdre toute capacité de repositionnement ou de lancement de contre-attaque. Et depuis près de 3 ans, la guerre au Soudan déchirait le pays et provoque une crise humanitaire majeure. Des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir les combats, cherchant refuge dans des pays voisins. Mais à Khartoum, et malgré l'insécurité, certains continuent de faire vivre le marché central, symbole de résilience au cœur du chaos. Commentaire Maria Chouillard.
Depuis près de 3 ans, la guerre plonge le Soudan dans une crise humanitaire majeure. Depuis près de 3 ans, la guerre au Soudan jette des centaines de milliers de civils sur les routes de l'exil. Plusieurs milliers de personnes fuient les combats, cherchant refuge dans des pays voisins. Au Tchad seulement, près de 900 000 réfugiés soudanais sont enregistrés en 2025. Et le total de Soudanais ayant trouvé refuge dans le pays dépasse probablement le 1 million. Mais dans quelles conditions survivent toutes ces personnes ? Ce conflit au Soudan est véritablement tragique et déchirant et dure depuis bien trop longtemps, plus de 1000 jours. À ce jour, il a causé d'immenses souffrances, des abus, des meurtres et de déplacements de millions de personnes. J'ai parlé à des femmes victimes de violences, de viols, à des personnes dont les parents ont été tués, à des enfants disparus. C'est une véritable catastrophe. À plus de 1000 kilomètres de là, d'autres ont fait un choix différent, celui de rester. À Khartoum, malgré la guerre, le marché central tente de reprendre vie. Il y a des obstacles tout au long du trajet depuis les fermes et les magasins jusqu'à l'arrivée des marchandises sur le marché ici. Nous souffrons d'un manque de ressources, d'une pénurie de personnel et d'un déficit de liquidité et de financement. Le marché n'est plus ce qu'il était, mais dans l'ensemble, il se porte mieux comparé à l'époque des forces de soutien rapide. Entre les tentes du Tchad et les étals de Khartoum, une même attente demeure, celle de la fin d'une guerre qui dure depuis trop longtemps, une guerre qui n'épargne personne. Dans le reste de l'actualité de ce journal, le président américain Donald Trump a déclaré que le Danemark n'avait rien pu faire pour éloigner ce qu'il a qualifié de menace russe sur le Groenland, ajoutant que le moment était venu de s'en charger et que cela serait fait. Dans une publication ce lundi, Trump a affirmé que l'OTAN répétait au Danemark depuis 20 ans qu'il fallait écarter la prétendue menace russe du Groenland, mais que malheureusement le Danemark n'avait rien pu faire à ce sujet. Il ajoutait maintenant le moment est venu et cela sera fait. Et justement, les dirigeants européens se réuniront jeudi 22 janvier en sommet extraordinaire afin d'évoquer les menaces répétées du président américain Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane, a annoncé une porte-parole du Conseil. Le sommet prévu à Bruxelles portera sur les relations transatlantiques, a précisé ce lundi 19 janvier la porte-parole de cette instance qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. Et la volonté américaine de s'accaparer du Groenland et la menace des taxes douanières sont venues déstabiliser l'Europe. Donald Trump ne semble pas vouloir en démordre, ce qui met les leaders européens dans une situation inconfortable. Commentaire Sohila Akilal. Depuis que Donald Trump a des vues sur le Groenland, l'Europe est entrée dans une phase d'incertitude et de remous. Et la dernière menace américaine concernant l'imposition de taxes douanières est venue jeter un pavé de plus dans la mare du vieux continent. Même si le sentiment d'indignation est général et que différents adjectifs à l'instar de chantage ou d'absurde ont été utilisés pour qualifier les menaces américaines contre l'Europe, personne n'a réellement de solution concrète pour y faire face. Pour l'heure, le dialogue semble être la solution du consensus pour les leaders européens. Nous sommes déterminés à répondre par des contre-mesures efficaces, y compris des droits de douane de rétorsion. Nous préparons également d'autres mesures de politique économique si nécessaire, et ce, dès février. Il est absurde qu'un président américain utilise les droits de douane comme une menace pour tenter d'acheter ou d'annexer le Groenland. C'est absurde à un niveau inédit. Le plus important, c'est que nous agissons ensemble autant que possible. Idéalement, dans l'ensemble de l'UE 27, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et nous soumettre passivement. Une guerre tarifaire et un conflit commercial que l'Europe veut absolument éviter. Qu'il fasse partie des 27
Internet ou soit en dehors, les craintes sont les mêmes pour tous les pays européens qui savent pertinemment que Trump n'a aucun scrupule à entrer en confrontation avec ses alliés quand il s'agit d'intérêts américains. L'imposition de droits de douane contre les alliés est totalement inacceptable. Il est contre-productif de justifier des pressions économiques par des efforts visant à renforcer la sécurité du Groenland. L'intérêt porté par Donald Trump pour le Groenland ne date pas d'hier. Il avait déjà proposé d'acheter l'île lors de son premier mandat, proposition qualifiée déjà d'absurde par la première ministre danoise, Mette Frederiksen, à l'époque. Même si l'armée américaine maintient une présence permanente dans le nord-ouest du Groenland, cela semble ne plus suffire à Trump, qui veut l'île entière, vu les ressources naturelles dont elle dispose, mais surtout sa situation stratégique, car située sur la route la plus courte entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Sport football, avant de clôturer ce journal, l'équipe nationale du Sénégal a remporté dimanche soir avec brio la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2025, et ce en dépit d'un arbitrage partial et des combines en coulisses qui ont caractérisé cette compétition continentale tout au long de son déroulement. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.